Hier, on a terminé en insistant sur deux mots. Deux mots qui nous permettent de ressentir bien les choses, pas seulement sur le sujet dont on parle, mais sur la Gdusha de manière générale. Les deux mots, c'est Ishtadlut et Shkida. Ishtadlut, c'est l'effort. Il faut acquérir les choses en faisant un effort, ça ne vient pas tout seul. Et le deuxième, c'est Shkida. Shkida, c'est la répétition. Le fait d'être accroché à la chose, d'accord, et de ne pas hésiter à faire, refaire, refaire, et que la perception que je peux avoir aujourd'hui est différente de celle que j'aurai demain et d'après-demain. Et donc, du coup, plus je reviens sur les notions que je connais déjà, ou sur les textes que j'ai déjà eu l'occasion de lire, et plus je vais découvrir de nouvelles choses, parce que moi aussi, je vais progresser en même temps que le temps qui passe. L'exemple le plus parlant, c'est la paracha de la semaine. D'accord, on revient, des années, qu'on revient sur la même paracha, et pourtant on découvre de nouvelles choses, et que, je ne sais plus quel était le Rav, je crois que c'est le Rav de Berisk, qui disait que si on lit la paracha à 40 ans ou à 30 ans, comme je la lisais à 5 ans, c'est qu'il y a un gros problème. D'accord, c'est-à-dire que si je suis toujours au niveau de la Bible illustrée, c'est qu'il y a un problème profond dans ma façon de lire la Torah. C'est-à-dire que je n'ai pas évolué, et donc si je n'ai pas évolué, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument travailler. Ah, voilà le livre. Et donc, Ishtadlut et Shkida, l'effort et l'investissement. Excusez-moi, Shkida, on le retrouve dans... Oui, dans quoi Dans le bâton de Aaron qui choquait faire pousser. Razak. Donc, Shkida ici, c'est faire pousser aussi. Ah, Razak. Hein? Ça veut dire que plus je suis assidu, plus je suis assidu et plus ça fait pousser les choses. Ça fait développer, parce que l'étude est interactive. Ce n'est pas ignorant. Enfin, très bien, très bon. Il faisait remarquer que le mot shkida qu'on utilise ici pour dire l'idée de répétition, c'est le même terme qui est utilisé quand on parle du bâton d'Aaron. D'accord, on dit que, vous savez, quand il y a eu la confrontation avec Korach, d'accord, alors un des moyens de montrer que c'est bien Aaron qui a été choisi, c'est que chacun devait prendre un bâton, ils l'ont mis dans le Aaron HaKodesh, enfin à côté du Aaron HaKodesh, d'accord, et le lendemain ils devaient aller récupérer les bâtons. Et Moshe disait, le bâton qui va fleurir, ce sera le bon bâton, ça veut dire le bon propriétaire. Et on nous dit que et le mot qui est utilisé là-bas, c'est sheked. D'accord, du mot shekedim. Et donc, quelle est l'idée? C'est que plus tu. Pardon? Amande aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, aussi. D'accord. Plus tu répètes, et plus ça fait pousser des fleurs. D'accord, ça fleurit à travers la répétition. Le fait de reprendre. Salut, ça va demain? Merci. Pareil. Hein? Ah, c'est bon. C'est bon, ça va aller, merci. Merci beaucoup. D'accord, donc voilà, ça c'est capital, et on a répété hier également que la yira, que la crainte, mais la crainte de la splendeur d'Akadosh Baruch Hu, que c'est une mitzvah parmi les 613 mitzvot, et qu'il n'y a pas un seul instant où je peux me détacher de cette mitzvah. C'est une mitzvah qui est permanente. Jour, nuit, au travail, dans mes occupations, dans la rue, c'est une mitzvah qui est permanente. D'accord ? La Yirat Hashem, c'est une mitzvah qui est permanente, à la différence de beaucoup d'autres mitzvot qui ont un moment précis dans le temps, le jour pas la nuit, le Shabbat et pas la semaine, et inversement. D'accord ? La Yirat Hashem, c'est une mitzvah qui est permanente, c'est-à-dire, d'accord, qui revient sans cesse et qui nous accompagne quel que soit le moment. Et il n'y a pas un seul instant où je peux me dire j'ai rien à faire. Parce que même si tu penses ne rien avoir à faire comme mitzvah, il y a la mitzvah de penser à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Vous parlez des amandes? Il y a marqué Shoket Shkedim, oui, bien sûr. Il fait pousser des amandes. Exactement. Très bien. On raconte l'histoire. Il y a une mitzvah qui ressemble à ça. Laquelle? Allez-y. Mais il faut en être conscient, comme ici. Laquelle? On dit que tout celui qui fait 4 pas à Yerushalayim, il a accompli une mitzvah. Mais il faut être conscient que je fais 4 pas. Si je marche sans prendre conscience que je suis en train de marcher sur la terre de Yerushalayim, j'accomplis pas. Mais si je prends conscience que à chaque pas je fais une mitzvah, ça, elle est
Ça revient à peu près à la même chose. C'est ça, c'est une prise de conscience de la réalisation de la mitzvah. Vous avez raison. Et là aussi concrètement. T'es là, t'es assis. Alors tu vas me dire, oui, mais j'ai déjà travaillé ma crainte du ciel. Oui, d'accord, mais il faut en avoir conscience au moment en question. D'accord, donc concrètement, en permanence, avoir cette prise de conscience. On raconte l'histoire du Rav de Novardok. Le Rav de Novardok, il a vécu à l'époque de Rabbi Israël Salanter. Et le Rav de Novardok était un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham reconnu. D'ailleurs, une de ses missions, il a fait quelque chose de particulier, le Rav de Novardok, c'est qu'il avait une aspiration à la Torah, c'est évident. Et ce qu'il a fait, c'est à une époque où il n'y avait pas beaucoup de yeshivot encore à travers le monde, ce qu'a fait le Rav de Novardok, c'est qu'il tournait de ville en ville et de pays en pays. Et là où il pouvait, il implantait une yeshiva. Il implantait une yeshiva, il mettait un Talmid Chacham à l'intérieur pour la diriger, et il partait, il ne gardait pas la yeshiva pour lui. Il mettait la yeshiva en route, et il partait pour en mettre une nouvelle ailleurs. D'accord, c'est une époque où il n'y avait pas suffisamment d'études de Torah à travers le monde. Il parle de ça dans la paracha. Pourquoi Les commentateurs parlent de ça dans la paracha. Dans la paracha de cette semaine ? Oui. Pourquoi ? À quel endroit ? Des commentaires là-dessus, comme quoi il fallait, quel que soit l'endroit où on allait, que la prière c'était important, mais s'il n'y avait pas de Torah, il n'y avait pas de... Chazak. Vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que donc on en parle dans la paracha de cette semaine. On dit que le combat entre Yaakov et Esav, c'était aussi ça. D'accord ? Pourquoi j'ai vu ça j'ai vu ça ce matin. Où j'ai lu ça ? Je l'ai lu ce matin. On pose la question, pourquoi on ne dit que à propos de Yaakov qu'il y a un ange qui est venu le combattre. On ne dit pas à propos d'Abraham qu'il a combattu un Yetzer Hara particulier, qu'il y a eu un combat comme ça spirituel. On ne le dit pas à propos d'Yitzhak. On le dit que pour Yaakov. Pourquoi que pour Yaakov ? Pourquoi pas Abraham, Yitzhak ? Réponse, chacun des patriarches a développé une notion nouvelle. Abraham, c'est le Chesed. Yitzhak, c'est le Din. Yaakov, c'est Tiferet et c'est la Torah. Emet, c'est le Emet de la Torah. Yaakov, c'était son boulot, c'était développer la Torah. D'accord, la vision de la Torah, il était Yoshev Ohalim. D'accord, il résidait sous la tente, c'est la tente de l'étude. Le Yetzer Hara, lorsqu'il y a du Chesed qui se développe, il peut laisser jouer. Lorsqu'il y a du Din qui se développe, il peut laisser jouer. Lorsqu'il y a de la Torah qui essaye de se développer, le Yetzer Hara, il attaque. C'est pour ça qu'il y a seulement contre Yaakov que le Yetzer Hara a cette forme-là pour l'empêcher de transmettre la Torah. L'étude de la Torah, elle a un Yetzer Hara particulier. Et le Satan ne dérange pas pendant la prière, ni pendant les jeûnes, ni pour rien, mais par contre... Pour l'étude, exactement. Et on le voit tous, hein. On le voit tous. Parce que l'étude de la Torah a une valeur immense par rapport à tout le reste. Talmud Torah, Keneged Kula. L'étude de la Torah, ça équivaut à tout le reste des mitzvot. Regarde, on arrive tous, on se décide. On décide de mettre les tefilines tous les matins, on y arrive. Ça va, on arrive à le gérer. Allez, on arrive. On y arrive. D'accord, mais on y arrive. T'es d'accord, mais on y arrive. Allez, on y arrive. T'as décidé de faire de la tzedaka, ça va, on peut y arriver. Ça va, on peut y arriver. T'as décidé de venir à un cours de Torah. Waouh. Alors là, par contre. Ça a plus de valeur que la prière. Alors attention, c'est pas à titre de comparaison. C'est pas à titre de comparaison en tant que ça a plus de valeur ou moins de valeur. C'est pour nous dire que ça équivaut à tout le reste, parce que c'est d'elle que part tout le reste. C'est de l'étude que part tout le reste et que tu développes toutes les autres notions. C'est pour ça qu'on dit qu'elle a autant de valeur que tout le reste, mais pas en tant que hiérarchie, d'accord, dans la liste. Et tu peux avoir donc plein d'intentions sur les mitzvot, ça va, ça peut passer, mais tu as une intention d'aller étudier, alors là par contre ça va être dur, chaque fois ça va être dur, tu vas trouver toutes les raisons pour pas y aller, il fait froid et ma femme elle a besoin de moi, etc., d'accord ? On va trouver toutes les raisons pour se justifier de ne pas étudier. Le Yetzer Hara sur l'étude est beaucoup plus fort que sur le reste, parce qu'il sait que c'est l'essentiel. Toutes les bonnes raisons. Oui, toutes les bonnes, bien sûr. Et elles sont bonnes, bien évidemment. Elles sont toutes justifiées. D'accord, je dis pas que j'étais au cinéma. D'accord, mais j'ai de bonnes raisons. D'accord, c'est l'étude de la Torah. Yaakov est le seul à mener ce combat contre le Yetzer Hara parce que c'est lui qui représente l'étude de la Torah. Donc le Rav de Novardok, pour revenir à l'histoire, le Rav de Novardok, donc il avait cette approche-là. Il voulait absolument aller le plus loin possible, un peu partout, monter des yeshivot, mettre un directeur à l'intérieur, un Talmid Chacham,
s'en aller et en mettre une nouvelle, construire une nouvelle. D'accord? C'était son truc. Il a réussi, donc il a réussi à avoir un peu de parnassa par-ci par-là. D'accord? Il trouvait des donateurs pour soutenir les institutions. Ok, ça marchait bien. Et on dit qu'à un moment... Ah oui, pardon, il y a encore une idée importante. Et dans ce qu'il développait, il avait une phrase qui revenait souvent dans sa bouche, le Rav de Novardok. Et il disait, tout ce que tu peux faire demain, fais-le aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire demain, fais-le aujourd'hui. Ne commence pas à dire, demain je le ferai. Ne te dis jamais machar. Le mot machar, d'accord, c'est un mot qui est très dangereux dans la Kedusha. Parce que tu peux toujours dire, ouais, demain je viendrai, demain je commence, demain je ferai, j'ai l'intention de faire d'étudier un peu de Gemara tous les jours. Demain je commence. Ce demain je commence là, il peut déraciner toute ta volonté. Machar, c'est même lettre que Hamor. Machar, Hamor, Chazak. Machar, Hamor. Quand ça commence, par exemple là maintenant, ouais. on admettant qu'on fait un cours le midi comme ça. Allez. Vous me dites, aujourd'hui, à partir de l'heure d'été, on ne peut plus faire. Ouais. C'est fini. Chazak, vous avez raison. Non, hiver. Mais non, en hiver, ok, on est là, on fait pas de problème, mais en heure suivante, c'est pas. On peut dire, demain je vais le faire, après, on peut pas le faire. Okay, eh bien justement, si tu te dis demain je vais faire, tu trouveras toujours là encore une bonne raison de ne pas le faire demain. D'accord, donc vous parlez d'un autre cas. D'accord, là vous parlez d'un cas technique, mais concrètement on peut toujours se débrouiller. D'accord, on peut être Kovea tout seul et Kovea en trouvant quelque chose. D'accord, exactement, il faut faire la Ishtadlut aussi. D'accord, mais l'idée du Machar, d'accord, c'est une idée qui est très, très dangereuse. Et en plus on a toujours encore de bonnes raisons. On peut très bien se dire, allez, j'ai remarqué que dans 3 jours il y a Rosh Chodesh, j'ai décidé à partir de Rosh Chodesh, d'accord, je vais étudier un petit peu tous les jours. Sur ça, les Chachamim me disent, non, pourquoi t'attends 3 jours? Commence maintenant. C'est quoi la raison de se dire, je commence en 3 jours? Il n'y a pas de raison. Parce que si tu dis ça, quand Rosh Chodesh arrivera, tu trouveras aussi d'autres raisons de commencer le mois d'après, d'accord? Tu peux toujours trouver une bonne raison de repousser. Donc le Rav de Novardok, il avait ce truc-là, d'accord? Il n'y avait pas que lui qui disait ça, mais lui en particulier, d'accord? Donc il disait, tout ce que tu peux faire demain, fais-le aujourd'hui. Victor, tout ce que tu peux faire demain, fais-le aujourd'hui. Toujours. D'accord, donc ne repousse pas. Ne jamais repousser. Jamais. D'accord, si tu peux le faire demain, c'est que concrètement tu peux le faire aujourd'hui. Alors fais-le aujourd'hui. C'est la fondation. Non, là, on parle de la Torah, c'est sûr. Dans la Torah ou dans les mitzvot, ouais. Mitzvot, Torah, études. Pas dans la vie de tous les jours, parce que c'est... Oui, bien sûr. On parle ici de Gdusha, dans la Gdusha. D'accord. Et donc, alors ce Rabbi de Novardok, donc il tournait, il faisait des yeshivot, ça marchait bien. Il montait une yeshiva, une deuxième yeshiva. Je ne sais pas combien il en a monté, mais ça marchait bien. Il y a une yeshiva en Israël qui s'appelle aujourd'hui Yeshivat Novardok. D'accord, elle est connue, elle a une chita un peu particulière, un peu dans la nature, mais c'est une vraie yeshiva, hein, une vraie yeshiva. Je crois qu'aujourd'hui il en reste une en Israël, en tout cas qui est connue. Et donc, ce Rabbi de Novardok, il faisait son travail, c'était un Talmid Chacham, et un jour il a un problème de parnassa. Aïe, ça roulait plus. D'accord, ça roulait plus, mais vraiment quoi. D'accord, il se contentait de très peu, de toute façon, c'est un Talmid Chacham. D'accord, mais il y a un moment où ça passait plus. Il n'y avait plus. Il a commencé à chercher un peu de parnassa. Donc c'est dit, je passe mon temps d'habitude à étudier, il va falloir sacrifier un petit peu, pas tout, mais un petit peu pour avoir une petite parnassa. J'espère trouver quelque chose qui ne va pas trop prendre de temps. D'accord, mais il me faut quelque chose pour manger. Et en parlant à ses amis ou à ses élèves, il a trouvé un truc à faire, une occupation professionnelle. On lui a dit, t'inquiète pas, c'est pas très compliqué. On peut te monter un petit magasin, tu vas être vendeur de farine. D'accord, vendeur de farine. Et il a dit ok, il faut pas trop de temps, etc. C'est pas trop préoccupant. Il dit non, c'est facile en fait. Nous on te fournit le matériel, le magasin, la farine. Toi tu t'assois à l'intérieur. Quand il y a un client, tu vends. Sinon tu étudies quoi. Tu perds pas tout ton temps. Ok. Il commence à faire, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça marche, un peu de parnassa, ça va, ça reste un Talmid Chacham bien évidemment. D'accord, tout va bien. Et un jour, il sort dans la rue. Et il croise Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter le regarde, il le connaissait bien, il lui dit, tu as de la farine sur ton costume. Il a dit, tu as de la farine sur ton costume.
ce jour-là, il a fermé le magasin, il est reparti à la yeshiva. Quoi cette histoire? Il dit, la farine sur la... C'est normal, je travaille dans un magasin de farine. La farine, il y en a partout. Alors en réalité, on a essayé de creuser, de savoir qu'est-ce qui s'était passé dans cette discussion. En fait, Rabbi Israël Salanter, quand on lui a dit tu as de la farine sur ton costume, il a voulu lui faire comprendre, bien évidemment que tu as de la farine sur ton costume, c'est pas ça le problème. Il a voulu lui faire comprendre, tu t'associes trop, tu te représentes trop par rapport à la farine avec laquelle tu travailles. C'est-à-dire que travailler pour avoir de la parnassa, ok, il faut, mais que cette farine-là, elle colle à ton costume, ça veut dire que concrètement, tu t'identifies à ta farine. Tu t'identifies à ton activité professionnelle. Et là, du coup, tu es plus dans le derrière d'avoir une parnassa pour vivre, pour pouvoir étudier. Tu es en train, tu t'es investi trop dans ton affaire. Et le juif, il ne doit pas trop s'investir dans son affaire. Il doit s'investir pour sa parnassa. Mais la farine, elle ne doit pas coller à son costume. Si ta farine, elle colle à ton costume, c'est que c'est un peu trop collé. D'accord? Tu t'identifies trop à ta farine. D'accord? Si tu sors avec toutes les clés là, des portes sur ton costume, d'accord? Il faut en enlever quelques-unes. D'accord? Et il a dit. Les bijoux, on peut dire. Bien sûr. Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est exactement ce qui c'est exactement ce qui se passe. Très très dur. D'accord? Pourquoi? Parce que nous, on veut faire bien les choses. Donc du coup, si je mets mes pieds dans la parnassa, alors j'y vais pour que ça marche bien. D'accord? Mais le problème, c'est que si je m'identifie trop, du coup, Chazak, c'est plus la même chose. Quand Rabbi Israël Salanter, il a dit au Rav de Novardok, ta farine te colle à ton costume, il voulait lui faire comprendre ça, il lui dit attention, tu as essayé de travailler pour avoir un peu de parnassa et ça, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, je trouve, par rapport à ton comportement, tu vas peut-être un peu changer tes choses et tes habitudes par rapport à l'étude, etc. Je trouve que ta farine te colle un petit peu trop. D'accord? Donc du coup, lui, puisque sa phrase c'était tout ce que je peux faire demain, fais-le aujourd'hui, il n'a pas commencé à dire ah ouais, il a raison, peut-être que je dois faire les choses un peu différemment, et peut-être que je vais faire en sorte qu'elle colle un peu moins à mon costume, etc. etc. Il s'est dit j'arrête. Alors il a trouvé une autre solution. D'accord? Mais en tout cas, ce qu'on voit de là, c'est que la crainte du ciel, elle doit nous accompagner tout le temps, partout, quand on travaille, quand on marche, quand on discute, etc. etc. Il n'y a pas un instant qui est détaché de cela, et même ce Rabbi Novardok, c'est à son niveau, c'est peut-être pas à notre niveau à nous, mais en tout cas c'est pour qu'on apprenne de lui, d'accord? Il a appris ce principe-là d'avoir une crainte qui va même au niveau du travail, de la parnassa. Et hier il avait dit, même un commerçant, on ne parle pas ici des gens qui ont forcément un métier hyper raffiné ou qui est dans le sechel, dans l'intellect. Il nous dit non, tout le monde, il n'y a aucune exception. Un commerçant, il a une petite boutique, etc. Il doit faire en sorte d'avoir une crainte qui l'accompagne chaque instant. Et pour terminer ce chapitre, le dernier paragraphe il dit la chose suivante. Matov chez Yeshagour befiv lomar, kefaram befaram pasuk shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est une des phrases qui est donnée au début du Shulchan Aruch et du Mishnah Brura notamment. On nous dit, pour avoir cette crainte du ciel, parce que concrètement c'est difficile, allez, on l'a compris, on l'a dit, on a entendu, c'est joli, d'accord, mais il faut le concrétiser. Ce matin dans le cours en haut, on expliquait avec une dracha, on expliquait que des fois, on peut être sensibilisé à quelque chose. Tu as entendu un cours, ça t'a parlé. Des fois ça ne nous parle pas, mais celui-là il t'a parlé. Tu as assisté à un cours, ça a touché ton cœur, tu as été sensible au problème et tout. Tu dis, il a raison, c'est vrai, il faut faire l'effort, etc. La question, c'est est-ce que tu es capable de faire passer ce qui est dans ta tête ou est dans ton cœur à tes gestes, à la réalisation? Et ça c'est beaucoup plus compliqué. On peut être touché par plein de sujets. Ah ouais, c'est vrai, ça fait des semaines qu'on parle ensemble de l'étude de la Torah. Il a raison, il faut étudier. Mais est-ce que pour autant, depuis le temps qu'on en parle, est-ce que j'ai mis 10 minutes de plus dans mon étude quotidienne? C'est pas dit. Pourtant, j'étais persuadé de ce qu'il m'a dit. Il avait raison. Bon, il y a la connaissance, il y a le savoir, il y a la sensibilisation, et il y a le moment où je transforme les choses dans la réalisation. C'est autre chose. Donc là, il nous dit... La crainte, c'est beau. La crainte, c'est pas de la punition, mais de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique, c'est exceptionnel comme notion. Mais comment on fait pour y arriver? Alors, il nous donne ici un petit conseil. En plus de ce qu'on avait dit hier sur l'investissement et sur la répétition, il nous dit Tov lomar befiv, c'est bien de dire
de dire explicitement, d'accord, dans sa bouche, Pasuk Shiviti Hashem les Nedik Tamid. Il y a un pasuk qui peut nous aider à ça. Le pasuk il est donné au tout début, prenez votre Mishnah Brura, au tout début du Shulchan Aruch, d'accord, on nous dit quoi? Shiviti Hashem les Negdi Tamid. Imagine, le nom David Ameler le dit, imagine la présence d'Akadosh Baruch Hu face à toi, tout le temps. Qu'est-ce que tu vas chercher de plus facile que cela? De la même façon que tu peux imaginer que ton ami t'accompagne, eh bien imagine le nom d'Akadosh Baruch Hu sans cesse face à toi. Il n'existe pas un lieu où Hachem n'est pas. Dans ma maison, dans ma chambre, dans mon boulot, au travail, il n'y a pas un lieu où il n'est pas. Donc du coup, Shiviti Hachem les Negdi Tamid. Je veux observer le nom d'Akadosh Baruch Hu face à moi tout le temps. Il m'accompagne. Il n'y a pas un moment où je suis détaché de cela. Veisayer et Hachem negedrenav nakud benikud yira o benikud shechina. Et on rajoute à cela, donc, qu'en réalité, c'est pas simplement imaginer que Dieu est à tes côtés, parce que ça, on va dire, on l'entend souvent. C'est plus que ça. En réalité, ce qu'il faut imaginer, mais ça se travaille, c'est d'imaginer, de voir devant nous les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud-Ke, Vav-Ke. Imagine tout le temps que les 4 lettres du nom d'Hachem, elles sont inscrites devant toi. C'est pour ça qu'il y en a qui prennent le papier quand ils prient. Exactement. Il y a marqué avec tous les dessins, ils l'ont devant eux quand ils font exactement. la Exactement. et la Hamida. Exactement. Ils l'ont toujours devant eux. C'est un papier. Hein? C'est ça. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, tu l'as à côté Ils de l'ont toi. après. Razak, tu l'as, tu le colles. Et Eh ben, tout le temps. regarde-le à fond. Alors, juste le nom, hein, pas toute la menorah et tout, parce que sinon. D'accord, voilà, le Shiviti Hashem et Negdi Tamid. D'accord, le nom Hashem, Yud-Ke, Vav-Ke, ces 4 lettres-là. D'accord, même pas besoin d'avoir tout le passouk. Les 4 lettres du nom de Kadosh Baruch Hu, imagine qu'elles soient inscrites devant toi. Pas simplement. On fait plus rien après. Si, bien sûr, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? Fais. Non, on fait plus de bêtises. Ah oui, ça ouais. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est le but, hein. C'est le but, hein. C'est ce qu'on recherche, sans le dire, mais c'est ce qu'on recherche quand même. Oui, mais ça devient beaucoup plus profond que l'étude habituelle. Le fait de... Bah, la crainte, c'est quelque chose qui m'accompagne même quand j'étudie pas. Mais est-ce que c'est la crainte quand on passe à Yud-Ke, Vav-Ke? Ça, oui, c'est la crainte. Et il nous complète, il nous dit attention, il faut non seulement imaginer les 4 lettres. En scooter, c'est dangereux, hein. Fais attention aux accidents. C'est presque la même fonction que le Tzitzit Keten. Oui, bien sûr, mais bien évidemment. On a plein de choses sur nous qui sont des penses bêtes, entre guillemets. D'accord, on dit, hop, n'oublie pas. Fais attention, n'oublie pas. T'as les tissus autour de toi, n'oublie pas. T'as la mezouza, n'oublie pas. T'as les trucs, n'oublie pas. Tu mets tes filines. Razak, c'est déjà super. D'accord, allez, il faut gratter encore un jour. Petit à petit. Mais le dimanche aussi. C'est le dimanche. D'accord, un jour de plus. Et avec le froid, Ça chauffe en plus. Ça chauffe. Ça chauffe. D'accord, donc, les 4 lettres, ça c'est une chose. Et le Chachamim nous demande même d'imaginer des voyelles sous les lettres. D'accord, d'imaginer des voyelles sous les lettres. Ça veut dire quoi? Quelles voyelles? C'est ce que je fais pour les mots de tête. Les mots de tête? Ça fait 6 ans que je fais ça. Vous imaginez quoi? C'était beaucoup plus profond. Ah non, Yud-Ke, Vav-Ke. Ah, Razak? J'ai tellement pas de solution. Que Ça marche? Je sais pas. c'est de la ruine des pharmaciens, ça. C'est ouf. Et alors, quelles sont les voyelles à imaginer? C'est les voyelles du mot crainte. Yir, a. Ou bien les voyelles du mot shechina. D'accord? Donc en général, ce qu'on retrouve en tout cas là, le Mishnah Brura dit yir a. D'accord? Parce qu'on parle de la yira, c'est bien. D'accord? Donc ça veut dire que sous le yud, tu as un point, tu as un i. Sous le he, tu as un sheva. Sous le vav, tu as un kamal. Ça, si on arrive à avoir le nom d'Akadosh Baruch Hu qui nous accompagne de cette façon-là face à nos yeux, c'est génial. C'est pas qu'il peut pas nous arriver, c'est pas un gris-gris, hein. C'est pas un gris-gris. C'est que ça te permet de faire attention à ton comportement et de te tenir. Je me tiens. Il y a le nom d'Akadosh Hachem avec moi. Quoi, même là, même dans ma maison, même aux affaires, j'ai en train de faire du commerce, laisse-moi tranquille. D'accord? Non, même là, n'oublie pas que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est face à toi. Ribi Hanania. Ben Akash Omer, Ratzak Akadosh Baruch Hu, les Akadosh